Bonjour, mon invité est Pierre Rasky qui vient de publier ce livre Une terre doublement promise, Israël et Palestine, un siècle de conflit. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu expliques dans le livre que tu suis ce conflit depuis assez longtemps pour Libération et puis Rue 89, Le Nouvel Obs et France Inter. Et en fait, tu cites au début de ton livre une phrase d'Antonio Guterres: ces événements du 7 octobre ne se sont pas produits dans le vide. Oui, c'est un peu l'idée du livre, en fait, c'est de donner de la perspective historique, du contexte et de l'expérience, puisque effectivement, je fréquente cette région professionnellement depuis plus de 40 ans. Mon premier reportage dans cette région était à Gaza en 1981. J'étais allé suivre les réactions du côté palestinien à l'assassinat d'Anwar el-Sadat, le président égyptien. Et j'avais suivi les funérailles de Sadat dans la maison du chef officieux de l'OLP à Gaza, le docteur Abdel Chafi. Donc, c'est cette histoire, cette longue histoire que je fais remonter effectivement, je parle d'un siècle, c'est un peu plus d'un siècle, euh, que je veux donner parce que j'ai eu le sentiment, après le 7 octobre, en discutant avec des gens autour de moi, que la familiarité avec laquelle ma génération a grandi avec le conflit israélo-palestinien, qui était très présent dans notre vie. Je me souviens, dans les années 80, Arafat était à Paris un jour sur deux. La France était présente par des initiatives. Elle a joué un rôle dans l'exfiltration d'Arafat de Beyrouth en 82. Enfin, j'étais à Jérusalem avec Jacques Chirac dans le fameux incident dans la vieille ville, You want me to go back to my plane. Mais il y avait cette familiarité qui a été perdue parce que le conflit israélo-palestinien a été relégué au deuxième plan au cours des, disons, 15-20 dernières années. Et on a considéré à tort qu'il était en gros passé au second plan, que les pays arabes renouaient avec Israël, tout ça était sous contrôle. Et donc beaucoup de gens, en particulier, je dirais, les jeunes adultes, n'ont pas les repères, les codes, les références qui permettent de comprendre ce qui se passe. Et cette phrase de Guterres, elle était très symbolique parce que, effectivement, il y a besoin de comprendre ce qui se passe et l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. Mais pour avoir dit ça, il s'est attiré une demande de démission du ministre des Affaires étrangères israélien parce que, comme toujours dans ce type de conflit, c'est pas propre au Proche-Orient, mais chaque geste devient des représailles contre l'étape précédente et on veut faire commencer l'histoire quand ça nous arrange, un camp ou l'autre. Et c'est ça que j'ai voulu casser avec cette histoire dans laquelle je mets beaucoup de mes expériences personnelles dans cette région. Tu évoques aussi en fait l'indifférence à la douleur des uns et des autres. Les Israéliens ne prennent pas en compte la Nakba, les Palestiniens sous-évaluent le choc de la Shoah et on a retrouvé cette double indifférence après le 7 octobre puisque Ouais. les souffrances des uns invisibilisaient pardon, les souffrances des autres. Oui, je pense, un écueil psychologique extrêmement puissant dans les rapports entre les deux peuples. Et moi, je m'en étais rendu compte en 1993. J'étais correspondant à Jérusalem pour Libération au moment des accords d'Oslo. Et il y avait à l'époque une vraie volonté de réconciliation. Et j'avais organisé un dîner chez moi, je le raconte dans le livre, entre deux intellectuels, deux universitaires, l'un israélien, l'autre palestinien, qui avaient envie de se parler. Et il manquait de cadre pour se parler, donc ils étaient venus chez moi. Et le Palestinien avait commencé en disant, il faut qu'on comprenne ce qu'il y a dans la tête de l'autre pour faire cette réconciliation. Et il avait dit, nous, Palestiniens, nous avons totalement sous-estimé le poids de la Shoah pour vous, les Israéliens, parce que on estimait que c'était une affaire européenne, que ça n'était pas notre problème. Et il faut qu'on comprenne à quel point ça pèse sur une sorte d'inconscient collectif du peuple juif, évidemment. Et il avait ajouté, il faut que vous, les Israéliens, vous fassiez le pas inverse et que vous compreniez l'importance de la Nakba pour nous. Et l'Israélien n'avait pas compris et n'avait pas voulu faire ce pas. Et le dialogue s'était arrêté.
Et on a vu ça après le 7 octobre, où les Israéliens se sont mis à reparler de pogroms, de plus grandes journées sombres pour le peuple juif depuis la Shoah, etc. Et les Palestiniens ont eu le sentiment, en voyant les images des Palestiniens qui fuyaient le nord de Gaza vers le sud, qu'il y avait une nouvelle Nakba, ou comme me l'a dit une Palestinienne, une Nakba permanente, c'est-à-dire que c'était un processus et non plus un moment. Et, et cette indifférence à la souffrance de l'autre, on la retrouve également, y compris en ce moment, avec les images qui sortent de cette région. Les Israéliens voient très peu les images de Gaza. C'est ce que dit, ce que raconte la presse israélienne, que les gens ne veulent pas savoir ce qui se passe à Gaza. Et les Palestiniens, évidemment, sont focalisés sur Gaza et ont déjà oublié ou ne veulent pas prendre en compte la souffrance des Israéliens sur le 7 octobre ou sur les otages. Voilà, chacun est dans son couloir de la victime ou de la souffrance, et il y a quelque chose à casser, là, un blocus mental qui dure depuis trop longtemps et qui empêche toute, euh, non pas réconciliation, parce qu'aujourd'hui on n'en est plus là et les gens ne cherchent pas à se réconcilier, mais au moins entente sur les modalités d'une séparation et les modalités d'une cohabitation qui soit pacifique et non pas violente. Alors, tu racontes dans ton livre qu'il y a eu plusieurs étapes où on aurait pensé que le pire était atteint lorsque Arafat choisit l'Irak dans la guerre du Golfe en 90 et s'isole totalement. On pourrait reparler aussi du 11 septembre, reprise intifada, après Hébron, la Sien de Rabin. Et pourtant, tu dis, en fait, à chaque fois, quand même, il y a des espoirs qui ont pu repartir. Mais là, très franchement, comment se montrer optimiste, puisque comment tout ce qui n'a pas fonctionné depuis 30 ans, on a oublié quand même. On Oui. a pensé que les choses allaient s'améliorer. Comment faire preuve de volontarisme après 20 ans d'abandon? Alors, ce que tu as rappelé, les étapes que tu as rappelées, c'est une règle, je pense universelle, c'est que euh, des catastrophes peuvent parfois sortir l'énergie ou la volonté de trouver une solution. Et là, on est typiquement dans la situation où on a pris conscience, en tout cas à l'extérieur, que l'absence de solution n'est pas une solution et ne fait qu'aggraver les problèmes. C'est ce qu'on peut entendre en filigrane dans les discours de Joe Biden, par exemple. Tu as parlé des sanctions contre les 4 colons. Oui. C'est même pas grand-chose par rapport, on ne peut pas dire qu'il y a des vraies pressions sur Israël de la part de Non, non, Biden. bien sûr. Mais Joe Biden est sans doute le président américain qui a le plus parlé des deux États depuis des décennies, enfin depuis sans doute Clinton il y a 30 ans. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que aujourd'hui, et ça m'a été dit dès le 7 octobre par un responsable français, l'idée que la question palestinienne était réglée par l'absurde, par défaut, que Israël renouait avec le monde arabe et que les Palestiniens, en gros, accepteraient leur sort d'une manière ou d'une autre. Cette idée-là s'est effondrée le 7 octobre et plus personne ne la défend, en tout cas à l'extérieur d'Israël. Et donc, de ce point de vue-là, il y a le sursaut et le contexte qui permettent d'imaginer de construire quelque chose. Après, les circonstances aujourd'hui sont plus difficiles, plus graves, plus complexes qu'il y a 30 ans pour essayer de régler la paix, à commencer par deux choses. Un, le traumatisme de ce qui vient de se passer, ou de ce qui se passe toujours d'ailleurs, que ce soit le 7 octobre du côté israélien ou les bombardements et les morts de Gaza du côté palestinien, qui créent des traumatismes profonds, durables et sans doute éternels dans ces deux peuples. Et de l'autre, je pense, la question centrale et à laquelle on n'a pas de réponse, c'est la question des colons, évidemment. Et j'ai rappelé ce chiffre justement dans cette chronique ce matin sur France Inter. Il y avait 130 000 colons au moment des accords d'Oslo. Il y en a 700 000 aujourd'hui dans les territoires qui sont considérés comme occupés par les Nations Unies depuis 67. Euh, c'est une situation sans doute euh, impossible à régler dans la mesure où on ne voit pas quel sera le gouvernement israélien ou la force politique israélienne qui aura la possibilité, la volonté et les moyens de
retirer ne serait-ce qu'une partie de ces colons. Il y a eu deux exemples dans l'histoire où des gouvernements israéliens ont évacué des territoires et des colons. C'est le Sinaï avec Begin après les accords avec l'Égypte. Mais le Sinaï n'est pas une terre biblique et n'était pas considéré comme un enjeu messianique par le mouvement des colonies, mais ça a déjà été difficile. Et puis après, ça a été Gaza en 2005 par Sharon. Mais ils étaient 7000. Ils étaient 7000, Il ils était sont 700 000. 7000 et on se souvient que ça n'avait pas été facile, Mm, que mm, chaque colon avait dû être sorti par 4 soldats mm. individuellement. Et donc là, on parle de 700 000, donc c'était insurmontable, mais il y a pas 36 solutions et on les connaît tous depuis des décennies et tout le monde les connaît. Soit il y a deux États, soit il y a un seul État dans lequel tout le monde a les mêmes droits, mais je pense que personne n'y croit aujourd'hui, soit il y a un seul État dans lequel les Palestiniens n'ont pas les mêmes droits, qui serait donc une situation d'apartheid, et elle est inacceptable et elle n'est que la recette de problèmes futurs. Donc la seule Bah, c'est solution, inacceptable, mais c'est quand même un peu déjà le cas de fait et finalement ça fonctionne. Il n'y a pas de sanction. mais Est-ce que, ça sera ma dernière question, est-ce que ce conflit et l'attitude des pays occidentaux ne vient pas à élargir ce fossé, ce West versus the Rest? C'est l'Afrique du Sud qui a porté plainte devant la Cour internationale de justice et les pays occidentaux sont quand même pris un peu au piège de leur contradiction face à leur attitude par rapport à la Russie et par rapport à Israël. oui, mais bien sûr, mais c'est l'équation du moment. Elle dure depuis l'Ukraine et le choc qu'ont eu les Occidentaux de voir qu'ils n'étaient pas suivis par les pays du Sud dans les votes à l'ONU, alors qu'ils pensaient incarner le droit international face à la Russie qui avait envahi l'Ukraine. Et la question israélo-palestinienne est venue en 2023. Donner tout son sens au discours sur les deux poids, deux mesures. Donc, on est face à ce dilemme qui se double d'un dilemme électoral pour Joe Biden, c'est-à-dire que l'équation globale à l'échelle internationale, elle se reproduit paradoxalement, parce qu'on ne s'y attendait pas à ce point, à l'intérieur des États-Unis. Et donc, c'est peut-être le seul élément qui permet de s'accrocher à un peu d'espoir. C'est que le président des États-Unis aujourd'hui est le seul homme capable d'avoir un peu de poids auprès d'Israël, si tant est qu'il en ait la volonté. Il ne l'a pas montré jusqu'à présent, mais il a un besoin vital pour sa campagne électorale de montrer que s'il a collé à Israël après le 7 octobre, parce qu'il y avait le droit d'Israël à se défendre, il est aussi un président équitable qui va essayer de régler le sort des Palestiniens. C'est le seul moyen qu'il a aujourd'hui de reconquérir une partie de son électorat qui lui fait défaut. Je constate qu'il est allé faire campagne dans le Michigan, qui est l'État dans lequel il y a la plus forte communauté arabe américaine, et que c'est le jour où il a pris l'executive order de sanctions contre les colons. Donc il y a une volonté américaine. Est-ce qu'il aura le temps? Est-ce qu'il aura la possibilité, les mains libres pour le faire vis-à-vis d'Israël? Est-ce que tout ça, de toutes les manières, sera réduit à néant par une éventuelle élection de Donald Trump? Il y a 40 milliards de paramètres que nous ne maîtrisons pas et qui peuvent entraîner un échec, mais je pense que dans les prochaines semaines, il y aura une tentative de remettre sur les rails un règlement politique dans des circonstances qui sont tragiques, qui sont compliquées, mais il y aura cette tentative. Bien, espérons-le, espérons-le. Je renvoie à la lecture de ton livre, Une terre doublement promise, qui vient de paraître aux éditions Stock. C'est à la fois un survol historique et aussi une réflexion sur la nature profonde de ce conflit. Merci Pierre. Merci Pascal.